Quand la maison de ton voisin brûle, arrose déjà ton toit, lançait Thomas Sankara. Une punchline lourde de sens, mais qui pourrait bien résumer la tragédie électorale qui se joue aujourd'hui au Malawi. Car là-bas, on a voté, oui, mais on attend toujours. Et quand une nation entière retient son souffle, c'est rarement bon signe. Les urnes fermées, les bulletins scellés, et pourtant le silence s'installe, plus assourdissant qu'un coup de canon. Entre un président sortant englué dans ses promesses jamais tenues et un ancien chef d'État revenu des limbes politiques, le pays se retrouve suspendu, comme si la démocratie n'était qu'une partie de cache-cache. Et vous savez quoi? Dans ce jeu, ce ne sont jamais les puissants qui paient la facture, mais bien le peuple, celui qui se réveille chaque matin avec un ventre vide et des illusions pleines. Ici, sur Stanlop Panafricain, nous posons la loupe là où les médias traditionnels détournent le regard. Nous creusons les failles, décortiquons les silences et surtout, nous racontons l'Afrique avec ce ton satirique, piquant, qui dit tout haut ce que d'autres n'osent même pas murmurer. Parce que la politique africaine n'est pas un film policier hollywoodien. C'est notre quotidien, notre pain, nos larmes, parfois même notre rire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous pose une question simple. À votre avis, vaut-il mieux un président élu par les urnes ou un président autoproclamé par communiqué de presse? Répondez dans les commentaires, car vos voix comptent ici autant que dans une vraie élection. Abonnez-vous aussi à la chaîne et, pour ceux qui veulent que Stanlop Panafricain reste indépendant et incisif, sachez que vos super thanks sont ce qui nous permet de continuer à éclairer ces zones d'ombre que certains préfèrent garder dans le noir. Restez avec nous, car dans un instant, nous allons plonger dans la première partie, le jour du scrutin, quand chaque bulletin ressemblait plus à une arme qu'à une promesse. Et croyez-moi, la satire ne fait que commencer. Un peuple qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre, disait Kwame Nkrumah. Eh bien, au Malawi, ce proverbe prend des allures de prophétie. Le 16 septembre 2025, les citoyens se sont levés aux aurores, certains avant même que le chant du coq ne perce la nuit, pour aller voter. Ils n'étaient pas mus par un enthousiasme débordant, mais par un mélange étrange d'amertume et d'espérance. Ce n'était pas vraiment la fête de la démocratie, non. C'était plutôt un cortège funèbre où chacun portait en silence le poids de la pauvreté, de l'inflation, de la faim. Comme disait l'ivoirien Laurent Gbagbo, quand on a faim, on ne réfléchit pas, on agit. Eh bien, ce jour-là, les Malawites n'ont pas réfléchi à des programmes politiques. Ils ont agi avec un bulletin de vote comme ultime arme de défense. Les files d'attente s'allongeaient, comme si l'avenir du pays était suspendu à ce bout de papier. Mais au lieu des sourires de 1994, lors des premières élections multipartites, on voyait des visages tirés, fatigués, marqués par les privations. Certains votaient moins pour choisir un dirigeant que pour punir celui qui avait échoué. Punir, voilà le mot. Car au Malawi, voter n'est plus un acte civique, c'est devenu une thérapie collective pour exorciser la frustration. On pourrait même dire que l'urne s'est transformée en ring de boxe silencieux. Et si l'on suit l'ironie de Patrice Lumumba, le jour viendra où l'histoire parlera. Mais au Malawi, l'histoire, elle, hésite encore à ouvrir la bouche. Le président sortant, Lazarus Chakwera, traînait un bagage lourd comme une dette coloniale. Promesses non tenues, emplois fantômes, scandales de corruption et surtout une population qui avait cru aux illusions d'un nouveau Malawi devenu mirage. Face à lui, Peter Mutharika, l'ancien président déchu, jouait la carte de la revanche, se présentant comme celui à qui on avait volé la couronne en 2019. Ses partisans, galvanisés, venaient au moins voter pour le futur que pour corriger une humiliation passée. La démocratie malawite ressemblait alors à une pièce de théâtre où deux acteurs recyclés se disputaient le même rôle, pendant que le peuple, épuisé, servait de figurant. Mais la véritable ironie se trouve ailleurs, la jeunesse. Cette jeunesse née après les années 90, qui a grandi en entendant que la démocratie était la clé du bonheur, regarde aujourd'hui ce cirque avec un sourire amer. Beaucoup d'entre eux se disent « Voter, c'est comme aller chercher de l'eau dans une calebasse percée ». Et pourtant, ils sont venus, ils ont attendu, ils ont voté. Pourquoi ? Parce qu'au Malawi, ne pas voter, c'est disparaître. Un jeune le résumait ainsi dans la rue de Blantyre. Ici, si tu ne votes pas, tu n'existes pas. Voilà un slogan qui mériterait d'être affiché au siège de la commission électorale. Alors, chers spectateurs, je vous pose la question. Pensez-vous que voter dans un tel contexte est encore un acte de foi ou n'est-ce qu'une mascarade répétée tous les 5 ans? Dites-le en commentaire, car vos avis sont le véritable bulletin secret de cette chaîne. Et si vous voulez que Stanlop Panafricain continue de décortiquer avec cette ironie à l'africaine les drames politiques de notre continent, abonnez-vous dès maintenant. Après tout, cliquez sur « S'abonner », ce n'est pas comme voter pour un politicien. Ici, au moins, votre voix compte vraiment. Et maintenant, préparez-vous, car la suite est encore plus explosive. Nous allons plonger dans le poids écrasant des promesses de Lazarus Chakwera, cet homme qui avait promis un Eldorado, mais qui n'a offert qu'un mirage.
Un dirigeant qui promet la lune et offre la poussière de route finira toujours par être rattrapé par son peuple, disait avec ironie un sage sénégalais. Et au Malawi, c'est exactement ce qui est arrivé à Lazarus Chakwera. En 2020, il s'était présenté comme le sauveur, l'homme de la rédemption après le chaos électoral de 2019. On le voyait presque comme un Mandela miniature, prêt à reconstruire un Malawi nouveau, juste, prospère. Mais 5 ans plus tard, les illusions se sont effondrées comme une case mal entretenue sous la pluie. Les emplois promis sont restés coincés dans les discours, les réformes annoncées ont accouché de moustiques et le peuple, lui, a continué de crier famine. C'est là toute la cruauté de la politique. Quand vous êtes dans l'opposition, chaque promesse semble facile. On vous croit car vous n'avez pas encore goûté au pouvoir. Mais une fois installé au palais présidentiel, le peuple exige des résultats, pas des slogans. Kwame Nkrumah avait raison. La liberté ne se mendie pas, elle se prend. Les Malawites ont pris cette liberté en 2020 en donnant leur confiance à Chakwera. Mais à présent, ils se demandent s'ils n'ont pas échangé un serpent contre un crocodile. Et la satire, elle, se trouve dans les détails. Le gouvernement demande au peuple de la patience, toujours de la patience, comme si les ventres affamés pouvaient attendre. Mais comme le disait l'ivoirien Houphouët Boigny, on ne gouverne pas avec des estomacs vides. Pendant que les ministres roulaient en 4x4 climatisés, les familles malawites se disputaient un sac de maïs sur le marché. La question se pose, est-ce vraiment la démocratie qui a échoué ou bien ceux qui l'incarnent? Chers spectateurs, je vous la pose directement. Pensez-vous que les présidents africains aiment plus leur fauteuil que leur peuple? Écrivez-le dans les commentaires, car ici, vos voix sont l'oxygène qui maintient vivante cette analyse. La plus grande ironie, c'est que Lazarus Chakwera, censé symboliser la Renaissance, est devenu le miroir de la désillusion. En 2020, ses partisans criaient « changement ». Aujourd'hui, ils murmurent « trahison ». Le pays s'attendait à une transformation radicale. Il a eu droit à une austérité douloureuse. On leur parlait de réformes structurelles. Mais comme on dit au Cameroun, celui qui a faim ne mange pas les plants, il mange la nourriture. Voilà toute la tragédie. Les Malawites ne demandaient eux pas des statistiques, ils voulaient des assiettes pleines. Et face à cette débâcle, c'est un ancien président, Peter Mutharika, qui revient comme un fantôme, jouant la carte de la revanche et de la nostalgie. Mais ça, mes chers amis, c'est une autre pièce du théâtre politique malawite, et c'est justement ce que nous allons décortiquer dans la prochaine partie. Alors, avant d'y arriver, abonnez-vous à Stinlo Panafricain, parce que contrairement aux promesses de certains politiciens, ici, au moins, l'abonnement est gratuit, et surtout, il ne vous décevra pas. Quand la bouche se tait, les oreilles inventent, dit un proverbe béninois. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Malawi après le scrutin. Les urnes fermées, les bulletins scellés, la population attendait, mais la commission électorale, elle, s'est murée dans un silence assourdissant. Officiellement, on vérifiait encore les chiffres. Officieusement, tout le monde se demandait vérification sincère ou cuisine politique. Et dans un pays où la confiance en l'État est déjà fragile, chaque heure de retard sonnait comme une provocation. Imaginez la scène. Sur les marchés de Blantyre, les vendeurs ralentissaient leurs activités par peur des troubles. Dans les villages, les paysans restaient collés à leur radio, espérant une annonce qui ne venait jamais. Et dans les bus surchargés, les conversations tournaient toutes autour de la même question. Que nous cache-t-on encore ? Voilà comment un simple décalage technique se transforme en bombe à retardement social. Comme l'avait dit Amilcar Cabral, dire la vérité au peuple est un acte révolutionnaire. Mais au Malawi, on a choisi de se taire. Le silence n'est jamais neutre en Afrique. Ici, il nourrit les rumeurs plus vite qu'un feu de brousse. Sur les réseaux sociaux, les hashtags se multipliaient, les vidéos circulaient, chacun y allait de son accusation. Certains criaient déjà à la fraude, d'autres juraient que les bulletins avaient disparu dans des entrepôts obscurs. Et la commission, elle, se contentait de répéter « Nous consolidons encore ». Ah, consolider. Pendant ce temps, les Malawites consolidèrent surtout leur méfiance. Chers spectateurs, je vous pose la question. Pensez-vous que le silence d'une institution est parfois plus dangereux que le mensonge? Dites-le nous en commentaire, car vos analyses, elles, ne se taisent pas. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Stinlo Panafricain, la seule chaîne où les vérités qui dérangent trouvent toujours une voix. Quand deux coqs se battent dans la cour, ce sont les poussins qui meurent de faim, disait Amadou Kourouma. Et au Malawi, les deux coqs s'appellent Lazarus Chakwera et Peter Mutharika. Tandis que la commission électorale comptait encore les bulletins, chacun s'est proclamé vainqueur. Mutharika, avec seulement 9 conseils sur 36 dépouillés, a crié victoire à 51%, comme s'il avait trouvé la formule magique de la démocratie. Annoncer, répéter et espérer que ça devienne vrai. De l'autre côté, Chakwera affirmait que ses bastions n'avaient pas encore parlé et que lui seul détenait la clé de la vérité électorale. Résultat, 2 présidents fantômes, mais un seul fauteuil. Voilà comment la politique se transforme en théâtre de l'absurde.
Pendant que les partisans du DPP paradaient avec des banderoles proclamant Mutharika, président du peuple, les militants du MCP célébraient, à Lilonge, la victoire certaine de leur champion. Personne n'attendait plus la commission. Chacun s'était fabriqué sa propre république. Comme l'avait dit l'illustre Nelson Mandela, un dirigeant est comme un berger. Il marche derrière le troupeau, laissant les plus rapides aller devant. Mais au Malawi, les bergers se sont précipités devant et ont laissé le troupeau se perdre dans la confusion. Chers spectateurs, vous qui nous regardez, entre deux présidents autoproclamés, lequel est le plus légitime? Celui qui crie le plus fort ou celui qui attend les derniers bulletins? Donnez votre avis en commentaire, car ce débat est aussi le vôtre. Et surtout, abonnez-vous à Stanlo Panafricain, car ici, on ne vous proclame pas vainqueur par anticipation, mais on vous offre une victoire certaine, celle de comprendre l'Afrique sans filtre. L'histoire est un professeur sévère. Elle répète ses leçons jusqu'à ce que les élèves comprennent, disait Cheikh Anta Diop. Mais au Malawi, les élèves semblent distraits et l'histoire se venge. Car en 2019, souvenez-vous, ce même pays avait vécu un scénario digne d'une tragédie grecque version africaine. Un président proclamé vainqueur, des procès à répétition et finalement une décision historique de la Cour constitutionnelle qui annula l'élection. Une première en Afrique australe, saluée comme un signe de maturité démocratique. Mais aujourd'hui, en 2025, ce souvenir glorieux ressemble davantage à une malédiction qu'à un trophée. Ce jugement, autrefois célébré, a laissé des cicatrices profondes. Il a montré que même un président en exercice pouvait être renversé par le droit. Mais il a aussi planté un doute dans l'esprit des citoyens. Si une élection a pu être volée, pourquoi pas une autre? Depuis ce jour, chaque scrutin est perçu non pas comme une fête de la démocratie, mais comme un examen suspect où l'élève copie sur son voisin. Le peuple, lui, se retrouve comme dans un mauvais feuilleton, déjà vu, mais avec plus de souffrance et moins de suspense. Et la satire est là. Au lieu d'apprendre de 2019, les élites politiques rejouent la même pièce avec les mêmes acteurs. Peter Mutharika revient comme le fantôme d'un roi déchu. Lazarus Chakwua se présente comme le rédempteur déçu. Et la commission électorale, telle une maîtresse d'école dépassée, ne parvient pas à imposer l'ordre dans sa classe agitée. Comme disait Sankara, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Eh bien, on pourrait dire qu'un politicien sans mémoire historique est un danger public. Alors je vous pose la question, chers spectateurs, pensez-vous que l'annulation de 2019 a été une victoire pour la démocratie ou le début d'une méfiance éternelle envers les urnes? Dites-le en commentaire, car vos réponses sont la mémoire vivante que les politiciens aimeraient bien effacer. Et si vous voulez que Stanlo Panafricain continue de réveiller ces souvenirs qui dérangent, abonnez-vous maintenant. Contrairement aux promesses électorales, ici, votre clic ne sera jamais annulé par une cour constitutionnelle. Mais attention, car ce spectre du passé n'est pas qu'une question de légalité. Il a des conséquences directes sur le quotidien des Malawites, des marchés aux routes, des assiettes aux stations d'essence. Et c'est ce que nous allons décortiquer dans la prochaine partie. On ne peut pas remplir le ventre des gens avec des promesses, lançait Julius Nyerere. Eh bien, au Malawi d'aujourd'hui, cette phrase sonne comme un coup de massue. Pendant que les élites se disputent des pourcentages et s'arrachent un fauteuil présidentiel comme des enfants se battent pour une chaise unique dans un jeu de kermesse, le peuple, lui, paie l'addition en silence, ou plutôt en gémissement. C'est là toute l'ironie. Ceux qui votent le plus souffrent le plus, et ceux qui promettent ne goûtent jamais la faim. Dans les marchés de Blantyre, les prix flambent avant même la proclamation officielle des résultats. Pourquoi ? Parce que l'incertitude est devenue une taxe invisible. Le commerçant se dit « Si demain il y a des émeutes, je perds ma marchandise. Donc aujourd'hui, je double le prix. » Résultat, un sac de maïs devient un objet de luxe, un litre d'huile se négocie comme de l'or. Dans les campagnes, les agriculteurs hésitent à transporter leurs récoltes par peur de barrages routiers et les camionneurs ralentissent, craignant de se retrouver coincés entre deux manifestations. Voilà comment un simple silence électoral peut affamer un pays entier. Et le peuple malawite, habitué à la souffrance, se retrouve encore une fois pris dans un cercle vicieux. Le père de famille doit choisir entre payer le transport pour aller au travail ou acheter un repas pour ses enfants. La mère de famille, elle, se bat pour trouver quelques légumes alors que les étals se vident. Pendant ce temps, à la télévision, on entend encore et encore « Nous consolidons les résultats ». Mais qui consolide l'estomac vide des Malawites? Comme disait Sékou Touré, un peuple affamé n'est pas un peuple libre. Et là est toute la tragédie. La démocratie, censée libérer, devient une prison de la misère. La jeunesse, elle, regarde cette scène avec une ironie glaciale. Beaucoup se demandent « Pourquoi voter si, à la fin, je dois quand même sauter des repas ?» Ils se connectent aux réseaux sociaux et voient deux camps déjà victorieux, pendant que leurs estomacs grondent. On pourrait rire si ce n'était pas si tragique,
Car ici, la satire est cruelle. L'élection devait être une promesse d'avenir. Elle est devenue une facture de survie. Chers spectateurs, je vous pose une question. Pensez-vous que la démocratie africaine nourrit son peuple ou qu'elle l'affame encore plus ? Dites-le en commentaire, car vos avis sont plus précieux que les discours creux des politiciens. Et abonnez-vous à Stanlo Panafricain, car ici, au moins, votre abonnement ne vous coûtera pas le prix d'un repas, mais il vous donnera la nourriture de l'esprit. Et croyez-moi, elle est plus rassasiante que les slogans vides. Et comme si cela ne suffisait pas, les conséquences dépassent même les frontières. Investisseurs qui hésitent, donateurs fatigués, institutions financières qui imposent des conditions toujours plus dures. Le Malawi est sur le fil du rasoir. Une élection crédible pourrait offrir une respiration, mais un énième chaos risque de sceller l'image d'un pays éternellement instable. Comme le disait Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Mais la question reste, le Malawi veut-il écrire une page de gloire ou continuer à noircir le chapitre de ses échecs ? Voilà où nous en sommes. Le peuple est au bord du gouffre, et chaque décision des élites peut soit redonner un souffle, soit précipiter la chute. Le jour où les urnes remplaceront vraiment les marmites vides, peut-être que la démocratie cessera d'être une plaisanterie amère. Mais pour l'instant, au Malawi, les urnes ressemblent plus à une épée suspendue au-dessus des têtes qu'à un bouclier protecteur. Et maintenant, chers spectateurs, la grande question, le Malawi parviendra-t-il à transformer cette élection en véritable renaissance, ou allons-nous assister à l'effondrement final de la confiance dans les urnes ? La suite, c'est à nous de la décortiquer, ensemble, dans la conclusion de ce reportage. Quand la vérité est trop lourde, certains préfèrent porter le mensonge, disait encore Thomas Sankara. Et au Malawi, c'est exactement ce qui se passe. Car si nous avons déjà parlé des urnes silencieuses, des promesses trahies et des illusions électorales, il reste un pan entier de cette tragédie qu'on se refuse trop souvent à regarder en face. Les ajustements nécessaires, les réformes profondes, bref, ce qu'il faudrait faire pour que ce pays cesse de rejouer le même mauvais film tous les 5 ans. D'abord, parlons de la commission électorale. Une institution censée être l'arbitre neutre du jeu démocratique, mais qui, en réalité, se retrouve coincée entre deux camps qui hurlent plus fort qu'elle. Comme dirait un proverbe congolais, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Or, dans ce cas, l'herbe, c'est le peuple malawite, et la commission ressemble plus à un sifflet cassé qu'à un arbitre. Premier ajustement donc, redonner à cette institution son autorité et son indépendance. Pas de nomination partisane, pas de compromis politique, mais une équipe crédible et protégée, capable de publier les résultats en temps réel sans trembler devant les menaces. Ensuite, il y a la question économique, la plus douloureuse de toutes. Les élections au Malawi ne se jouent pas uniquement dans les urnes. Elles se jouent au marché, dans les champs, dans les cuisines où les casseroles restent vides. Quand le peuple vote, ce n'est pas pour un programme politique abstrait, mais pour savoir s'il mangera 3 fois par jour. Et pourtant, chaque président élu passe plus de temps à négocier avec le FMI qu'à écouter son peuple. On parle de réformes structurelles. Mais, comme disent les Camerounais avec ironie, réforme, mais le ventre reste creux. L'ajustement ici est clair. Il faut arrêter de gouverner avec des plans venus de Washington et commencer à gouverner avec des solutions venues de Lilongwe, des villages et des marchés malawites. Il y a aussi le rôle de la jeunesse, ce géant endormi qu'on convoque seulement pour faire la queue le jour du vote, puis qu'on oublie aussitôt après. Ces jeunes, désillusionnés, sont aujourd'hui la principale menace, mais aussi la principale solution. Car quand une génération entière cesse de croire aux urnes, elle finit par se tourner vers la rue. Et l'histoire africaine nous a montré 1000 fois ce que cela donne. Des révoltes, des coups d'État, des soulèvements inattendus. L'ajustement recommandé ? Intégrer la jeunesse au processus décisionnel, pas seulement dans des conseils symboliques, mais dans les ministères, les assemblées, les lieux de pouvoir. Car comme disait Mandela, ce sont les jeunes qui doivent apprendre aux vieux à rêver. Un autre point tabou, c'est le tribalisme politique. Au Malawi comme ailleurs, on ne vote pas toujours pour un programme, mais pour un nom, un clan, une origine. Mutharika s'appuie sur la nostalgie et les loyautés tribales, Chakwa sur ses bastions ethniques. Et au milieu, l'unité nationale s'effrite. Or, tant que la carte d'identité primera sur la carte électorale, la démocratie restera un théâtre de marionnettes. Ajustement nécessaire, sortir le vote du carcan tribal, par l'éducation, par la réforme des partis politiques, par une véritable politique d'unité nationale. Et puis, il y a le temps. Chaque élection au Malawi s'étire en suspens interminable, comme si compter des bulletins était une équation nucléaire. Pendant ce temps, la rue s'enflamme, l'économie s'étouffe et les rumeurs prennent le relais.
L'ajustement ici est simple mais vital. Instaurer un système transparent, digitalisé, sécurisé, où les résultats sont connus rapidement et où le silence institutionnel n'alimente plus les pires soupçons. Comme le disait Lumumba, le silence des autres est souvent plus dangereux que la violence des ennemis. Enfin, parlons du peuple lui-même, car une démocratie ne survit pas uniquement par ses institutions, mais par la vigilance de ses citoyens. Trop souvent, on se contente de voter et de rentrer chez soi, comme si la démocratie s'arrêtait au dépouillement. Mais la démocratie, c'est aussi exiger des comptes, manifester pacifiquement, s'organiser dans la société civile, refuser la résignation. Ajustement ultime donc, que les Malawites reprennent leur rôle d'acteurs permanents, pas seulement de figurants, le jour des élections. Chers spectateurs, je vous pose cette question. Selon vous, quel est l'ajustement le plus urgent pour sauver la démocratie au Malawi? Est-ce la réforme de la commission électorale, la lutte contre la faim, l'intégration de la jeunesse ou la fin du tribalisme politique? Écrivez-le dans les commentaires, car vos réponses valent plus que 1000 discours de campagne. Et si vous voulez que Stanlo Panafricain continue de mettre la lumière sur ce que les médias oublient, abonnez-vous. Ici, on ne vous vend pas des promesses creuses, on vous offre des vérités grinçantes, mais nécessaires, car ce reportage n'est pas seulement une plongée dans le chaos malawite, c'est aussi un miroir tendu à toute l'Afrique. Aujourd'hui, c'est Lilongwe. Demain, ce pourrait être Abidjan, Yaoundé ou même Kinshasa. Et c'est là que nous devons conclure, sur cette grande interrogation qui dépasse les frontières, celle d'un continent tout entier confronté à la même équation. La démocratie, ce n'est pas seulement voter, c'est surtout savoir quoi faire après avoir voté, disait Thomas Sankara. Et ce que nous venons de voir au Malawi est plus qu'un simple épisode électoral. C'est le miroir d'un continent tout entier, un révélateur de nos fragilités, mais aussi de nos possibles renaissances. Car au fond, que nous dit cette crise? Qu'un bulletin de vote peut être à la fois un espoir et une arme. Qu'un silence institutionnel peut peser plus lourd qu'une fraude déclarée. Que deux hommes, l'un accroché à ses promesses non tenues, l'autre à ses rancunes anciennes, peuvent paralyser tout un pays pendant que le peuple, lui, cherche simplement de quoi remplir ses marmites. Et ce scénario, chers spectateurs, ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Le Malawi aujourd'hui, mais hier c'était le Kenya, avant-hier la Côte d'Ivoire, et demain ce sera peut-être ailleurs. C'est là la grande ironie de la démocratie africaine. Elle est parfois vécue non pas comme un projet collectif, mais comme une lutte d'élite où les citoyens sont réduits au rôle de figurants. Comme le disait Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire. Oui, mais encore faut-il que cette histoire ne soit pas écrite à l'encre de la trahison et de la faim. Le véritable défi, ce n'est pas de proclamer des vainqueurs, mais de faire en sorte que les vaincus, eux aussi, continuent de croire au système. Alors, que retenir? Que le Malawi se trouve à la croisée des chemins, soit une sortie de crise qui redonne un souffle, soit une implosion qui nourrit la désillusion. Mais plus largement, que l'Afrique doit apprendre à sécuriser sa démocratie, non seulement dans les urnes, mais dans les assiettes, dans les écoles, dans les marchés. Une démocratie qui ne nourrit pas son peuple n'est qu'un décor vide. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous? Le Malawi parviendra-t-il à transformer ce chaos en renaissance, ou restera-t-il prisonnier d'un cycle sans fin de promesses non tenues et de suspicions électorales? Est-ce que la démocratie africaine a besoin d'être repensée, réinventée ou simplement respectée? Donnez-nous vos avis en commentaire, car ce débat, c'est aussi le vôtre. Soutenez Stanlo Panafricain, abonnez-vous, et si vous le pouvez, contribuez via les Super Thanks. Car notre indépendance et notre liberté de parole ne dépendent ni d'un parti, ni d'un président, mais de vous, notre communauté panafricaine. Ici, nous n'avons pas de bulletin à recompter, mais une mission à poursuivre. Dire l'Afrique telle qu'elle est, avec ironie, satire et vérité. Restez connectés, car le prochain reportage vous montrera encore une fois que derrière les gros titres se cachent toujours des réalités que d'autres préfèrent taire.